parlons de la stratégie. Parlons Voilà. de comment on atteint ces 1000 euros par mois de dividendes. Donc pour ça, tu vas utiliser ce qu'on appelle la méthode DCA. Dans la majorité des cas, si tu es salarié et que tu n'as pas forcément un gros capital. Mais il faut diversifier un minimum pour protéger votre capital, parce que si vous avez 20 valeurs et qu'il y en a 2 qui font faillite, vous en avez encore 18 qui distribuent. Toi tu gagnes 1000 euros, je vais t'en choper au moins 30% minimum. Voilà. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter ces fameux 30% de flat tax qui sont sur les produits financiers? La puissance du réinvestissement des dividendes et l'absence de la flat tax en cours de vie, bah là, dans l'exemple, tu as quasiment 200 000 euros d'écart. Donc c'est assez énorme. Vous aussi, vous rêvez de devenir rentier, mais de devenir rentier financier. Y avez-vous déjà pensé? Aujourd'hui, on va parler de dividendes sur les actions, on va parler de comment on peut toucher des revenus complémentaires par un portefeuille boursier. Et pour ça, je vais vous donner la clé pour avoir 1000 euros par mois grâce seulement aux dividendes. Et aujourd'hui, Axel, on va voir comment avoir 1000 euros par mois de dividendes, comment avoir ces fameux revenus passifs. Déjà, on va comprendre ce que c'est que les dividendes et comment ça se passe en termes de rendement. Alors, les dividendes, qu'est-ce que c'est? À la fin de chaque année, une société, elle fait un résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle une assemblée générale qui fait les résultats annuels. Et sur ce résultat, on va décider soit d'affecter ce résultat et de le distribuer aux actionnaires en partie ou en totalité, ou alors on peut décider de le réinvestir dans d'autres projets pour continuer la croissance de la société. Sur la partie qui est distribuée, bon, ça va revenir aux actionnaires au prorata de leur détention de part. Donc imagine, tu détiens 10% d'une société, cette société a fait 1 million de résultats, elle décide d'affecter la totalité de ce résultat, donc toi tu vas percevoir 100 000 euros de dividendes. Donc ça correspond vraiment au revenu que tu as en contrepartie de détenir les parts de la société. En fait, c'est un peu comme le loyer dans l'immobilier. C'est un peu comme le loyer dans l'immobilier, mais sauf que tu n'es pas sûr de l'avoir parce que la distribution dépend de ce qui va être voté ou pas à l'Assemblée générale. Sauf la différence, c'est qu'au final, même si tu ne perçois pas les dividendes, le résultat va être réinvesti et généralement, c'est pour que l'entreprise elle améliore sa croissance et tu t'y retrouves avec la valeur de l'action qui augmente. Et ben justement, quand on parle de les entreprises qui réinvestissent et celles qui vont plutôt distribuer les dividendes, Ouais. il y a souvent une grande différence entre les grosses et les values. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus sur cette stratégie-là en fait? Pourquoi il y en a qui vont distribuer, pourquoi il y en a d'autres qui vont réinvestir? Alors, les valeurs de croissance, par définition, elles veulent augmenter et avoir une croissance importante. On parle de croissance souvent à deux chiffres, hein, comme les valeurs du luxe jusqu'à peu, et bien sûr les valeurs de la tech, où là, tu as des valeurs, des croissances à trois chiffres. L'idée, c'est que tu n'as pas besoin de distribuer aux actionnaires, parce que les actionnaires qui vont acheter ces valeurs-là, ils visent une grosse plus-value sur le long terme. Et les sociétés, pour avoir cette plus-value et cette croissance à deux ou trois chiffres, il faut réinvestir, il faut réinvestir, il faut réinvestir. Donc, il n'y a aucun intérêt à distribuer des dividendes. Même si je crois qu'il y a peut-être Meta qui a commencé à verser un dividende, et c'est un peu une anomalie dans la tech. Mais par exemple, tu as des valeurs aussi qui sont entre les deux, comme LVMH, qui distribue un dividende, mais ça représente très peu, hein. C'est des valeurs qui distribuent 2 ou 3% de dividendes. Donc c'est assez faible. Et de l'autre côté, tu as des valeurs, on va dire, plus industrielles. Ça peut être des valeurs comme Total, ça peut être des valeurs comme les banques, qui ont certes quand même de la croissance, c'est le but de ces entreprises-là, mais pas une croissance non plus énorme. Elles font entre 0 et 10% de croissance et c'est déjà très bien. Et là, tu vas avoir un dividende qui est entre 4 et 6-7%. Donc, tu as l'automobile, tu as les banques et tu as l'énergie. Ok. Est-ce que c'est plus intéressant de jouer sur un dividende à 10-15% plutôt qu'un dividende à 2-3%, ou est-ce qu'il y a un risque plus important quand le dividende est élevé? On en parlera à la fin de l'épisode sur les pièges, mais effectivement, il ne faut pas absolument acheter une entreprise parce qu'elle verse un gros dividende. Ok. On en parlera après, mais si le dividende est gros, c'est qu'il y a des raisons et parfois ça peut cacher un loup. Bon, maintenant le but du podcast, c'est de savoir comment avoir 1000 euros par mois de dividendes. Mm. Alors, donne-nous la stratégie, explique-nous Bah, comment on peut faire. Déjà, juste un petit point avant sur les dividendes, et ça c'est un point qu'on aime bien rappeler parce qu'il y a des petits malins qui peuvent penser que l'entreprise elle va verser imagine j'ai une boîte qui vaut 100 euros, l'action elle vaut 100 euros, tu sais qu'elle va distribuer 5 euros parce que le dividende il est connu à l'avance. Tu peux te dire, je vais acheter l'action à 100 euros, la veille, le dividende, je récupère le lendemain les 5 euros et je renvoie l'action. Donc en fait j'ai fait 5% en un jour. Sauf que ce qu'il faut savoir, et c'est pas forcément évident, c'est que le dividende, il est détaché du cours de l'action. Donc, le jour du détachement, ton action, elle vaudra plus 100 euros, elle vaudra 95. Donc, si tu fais un achat et une revente le lendemain, tu n'auras rien gagné, rien perdu, si le cours ne bouge pas. Donc, il faut faire attention à ça. Le dividende, au final, il vient à chaque fois en détachement. Et on peut du coup se dire, ça sert à quoi d'avoir des dividendes si au final ça vient en décote du prix de l'action. Si tu as un objectif de revenus complémentaires, au final tu t'en fiches de la valeur de l'action. Si le dividende il est toujours le même et que même s'il augmente chaque année, et c'est l'idée, si tu as 1 million d'euros et que tu as tes 5% à l'année, tu as tes 50 000 euros quoi qu'il arrive. Donc tu t'en fiches. Donc ça, il faut vraiment le savoir, c'est que le dividende il vient en détachement du cours de l'action et pas en plus.
Ok, bah ça c'est intéressant. Il fallait bien le comprendre parce que c'est vrai que certains Ouais. investisseurs ou certaines personnes peuvent nous dire: «Oh, je vais tout acheter en mai parce que c'est la grande période de distribution». Pas du tout. À Moi, chaque fois, je le pensais quand j'étais jeune, hein, quand je voulais bah oui, commencer à mais investir il y c'est a il y a 10 ans, c'est ce que je voulais faire. mais d'où la pédagogie et d'où Oui. nos podcasts, encore une fois. Mmh. Bon, parlons de la stratégie. Parlons Voilà. de comment on atteint ces 1 000 € par mois de dividendes. Comment on atteint les 1 000 € par mois d'estimation de Ouais. dividendes. On ne pourra jamais être aussi précis que ce qu'il faudrait faire parfaitement pour avoir 1 000 € par mois. Si on veut faire une moyenne à un rendement de 5 de dividendes, on va dire que c'est la moyenne des dividendes sur le CAC 40 par exemple, c'est peut-être 4, on va dire 5. Il faut 240 000 €. 240 000 € à 5 ça te fait 12 000 € à l'année, donc 1 000 € par mois. On parlera de la fiscalité après. Il y a différents critères, il y a 4 critères hyper importants pour justement atteindre ce capital-là. C'est déjà ton capital de départ, si tu as une enveloppe capitalisante ou non, combien tu peux mettre par mois et la performance de ces investissements. Donc, la première phase, entre guillemets, pour atteindre ces fameux 1 000 € par mois de rente, c'est qu'il faut constituer un capital, donc les fameux 240 000 € par mois. Donc, pour ça, tu vas utiliser ce qu'on appelle la méthode DCA. Dans la majorité des cas, si tu es salarié et que tu n'as pas forcément un gros capital, tu vas verser tous les mois sur des actions de préférence pour aller plus vite, avec bien sûr un risque plus élevé, mais un rendement potentiel plus élevé, pour atteindre ce fameux 240 000 €. Donc, tu vas faire la méthode DCA, on le rappelle rapidement, hein, tu vas verser tous les mois, ça va te permettre de lisser ton prix de revient, de ne pas être impacté par les mouvements de marché. Tu vas choisir bien sûr une enveloppe capitalisante, un PEA ou une assurance vie pour ne pas avoir les frottements fiscaux comme tu peux avoir sur un compte titre où dès que tu fais une plus-value, dès que tu vas avoir des dividendes, tu vas te prendre la flat tax et donc tu vas redémarrer avec 30% de moins. Donc ça va te ralentir. Si tu prends des fonds ou des ETF, il faut les prendre capitalisants et pas distribuants pour qu'il y ait un réinvestissement automatique du dividende. Et je crois que j'ai fait le tour sur Ouais. les points importants pour viser ces 240 000 €. Donc, si tu veux des chiffres, parce que je sais que tu aimes bien les chiffres, Jérémy. Exactement, c'est ce que je veux. Un exemple chiffré et précis. Ok, alors 20 000 € de capital de départ et 500 € par mois à 7%, il te faut 17 ans pour avoir les fameux 240 000 €. Et une fois que tu as fait effectivement les 7%, c'est un rendement potentiel des Ouais, bien actions sûr. et ainsi de suite. Ouais, Et de ce côté-là, une fois qu'on atteint les 240 000 €, ouais. on transvase tout sur des actions françaises, comme tu l'as dit, sur le CAC 40 ou sur d'autres indices et ainsi de suite. Diversifié, Et on ouais. diversifie pour avoir une allocation qui va distribuer en moyenne 5%. Et donc, on va aller sur, encore une fois, la classe d'actifs actions, hein. On parle de dividendes ici, hein. Voilà, mais pour te montrer en fait concrètement la puissance, en fait, les deux paramètres hyper importants, c'est le rendement et le versement mensuel. Donc là, je t'ai dit 20 plus 500 à 7%, tu les as au bout de 17 ans. Si tu démarres à zéro de capital et de 1 000 € par mois, tu les as au bout de 13 ans. Ok. Donc, pour te Donc, montrer que le plus important, c'est surtout le versement mensuel. Le capital du départ, c'est pas qu'on s'en fiche. Parce que si tu as 240 000 € dès le début, bon, c'est bon, tu peux les avoir, entre guillemets. Mais c'est vraiment ta capacité à verser tous les mois sur une certaine période. Là, on voit qu'au bout de 13 ans, tu as quand même. Il faut verser 1 000 € tous les mois, hein. C'est pas non plus à la portée de tout le monde. C'est quand même un sacré effort. Mais au bout de 13 ans, tu as tes 240 000 €. Et après, effectivement, les 240 000 €, tu fais une stratégie de manière à pouvoir dégager ton 5% à l'année. Et ce qui te permet d'avoir tes 1 000 € par mois. ok. Donc, on a compris quel capital on devait viser, Ouais. comment on devait l'obtenir. Et pour ceux qui ont un peu moins que 500 € par mois, c'est un peu plus longtemps. Ça s'allonge forcément de quelques années en fonction des montants qu'on peut mettre par mois de côté. On est d'accord là-dessus. Exactement. Exactement. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, une fois qu'on a atteint ces fameux 240 000 €, puis j'ai envie de dire comment on les atteint déjà, Ouais. quel portefeuille il faut mettre en place? Ouais. Alors là, l'épisode, on tourne, on parle des dividendes, mais ce qu'il faut regarder, c'est que depuis 10, 20 ans, 30 ans, ce qui drive les marchés, c'est les valeurs de croissance. On l'a exposé tout à l'heure, hein, les valeurs de croissance, c'est plus récemment la tech américaine, c'est les fameux GAFAM, c'est les 7 magnifiques, etc. C'était, c'est un peu moins le cas en ce moment, mais c'était le cas avec le luxe en Europe, notamment entre 2015 et 2022. C'est des valeurs comme ça qui font la plus-value du marché. Si tu n'as que des valeurs 100% en dividendes, eh ben, tu ne fais pas la performance que le marché a connue, Hmm. qui est de 10-15% sur les 10 dernières années. Donc, avant toute chose, même si l'épisode aujourd'hui, c'est de parler de dividendes, ce que je te conseille, c'est pas de faire une allocation 100% action à dividendes, surtout pas. C'est quand même déjà d'être hyper diversifié, donc avec des États-Unis, des marchés émergents, de l'Europe. Mais par définition et par la nature des marchés aujourd'hui qui sont surpondérés en valeur de croissance, tu auras forcément plus de valeur de croissance. Donc ça, c'est indispensable aujourd'hui de viser des valeurs de croissance dans une phase de constitution du capital. On en reparlera après. Une fois que tu as le capital, c'est différent. Ok. Mais dans une phase de constitution, pour moi aujourd'hui, à titre personnel,
ça n'engage que moi, mais plutôt 70 ou 75% de valeur de croissance Ok. et 25% de valeurs qui distribuent des dividendes, des très belles valeurs, hein. C'est pas un conseil investissement, mais des valeurs comme Total ou certaines banques qui distribuent des dividendes de manière fréquente et qui augmentent chaque année et qui sont des valeurs plutôt solides. Oui, le secteur d'automobile est un peu plus touché actuellement. Ouais, je le recommanderais moi à titre personnel. De notre côté, c'est vrai que on a une stratégie du coup plutôt de capitalisation et de croissance du capital avec des actions de croissance et des Ouais. actions value à l'intérieur. Et puis quand on arrive à terme, quand on a les 240 000 euros, on va Ouais. basculer vers un peu plus de stratégie de dividendes, si on veut vraiment être rémunéré par les dividendes. Voilà. Si tu veux pas te prendre la tête, effectivement, je te dirais jamais de tout mettre sur une seule action, mais tu mets 240 000 euros sur une action qui verse 5% de dividendes, typiquement Total, hein, qui verse 5-6, et chaque année, tu vas pas toucher ton capital et tu vas avoir ta rente de 12 000 euros par an sans te prendre trop la tête. L'idée, bien sûr, c'est de faire un mix, hein, et si tu as une phase juste de revenus complémentaires, entre guillemets, des actions à dividendes, ça peut être très intéressant. L'idée, c'est pas forcément de chercher à faire valoriser ton capital de manière incroyable avec des grosses plus-values sur les actions. L'idée, c'est d'avoir un dividende, donc un revenu complémentaire chaque trimestre, chaque année, pour justement avoir cette rente. Et là, pour le coup, une stratégie avec des actions diversifiées, et j'insiste, et 100% dividendes, ça peut être pertinent. Après, à titre personnel, j'aurais toujours tendance à laisser quand même une poche de croissance pour bénéficier de ce qui drive le marché depuis 15-20 ans. Après, ça peut changer en fonction du contexte, mais là, on est quand même plutôt sur une phase avec l'intelligence artificielle qui arrive, et pour le coup, c'est quand même pas mal de croissance. Mais tu peux très bien rester sur une allocation 100% dividende une fois que tu as le capital. Oui, et puis alors du coup, l'action totale en 100%, c'est totalement déconseillé. Oui, bien sûr. C'est vraiment tout le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire diversifier votre poche d'allocation d'actifs et diversifier du coup la poche action également sur différentes valeurs. Parce que si on prend l'exemple simple, Total fait faillite demain, il n'y a plus rien. Voilà, c'est Exactement. terminé. Les 240 000 euros sont 0 euros, il n'y a pas de dividende par mois. Voilà. Donc c'est bien d'en avoir plutôt une vingtaine, une trentaine qui drive un peu votre portefeuille. Il ne faut pas non plus diversifier pour diversifier, et ça on le dit souvent avec C'est Axel, important. ça ne sert à rien de diversifier pour diversifier, mais il faut diversifier un minimum pour protéger votre capital, parce que si vous avez 20 valeurs et qu'il y en a deux qui font faillite, vous en avez encore 18 qui distribuent. Donc vous êtes plutôt rassuré par rapport à ça. Il est très rare que des entreprises du CAC 40, du SBF 120, du S&P 500 ou du Nasdaq fassent faillite totalement, mais ça arrive et ça existe. On en a vu certaines très récemment comme Orpea, Atos ou d'autres qui ont vu leur valeur fortement baisser. Donc ne faites jamais une seule action sur un portefeuille. Et d'ailleurs, ceux qui ont des gros PE ou autres et qui ont une seule action, il est peut-être temps d'agir avant que certaines valeurs prennent des grosses corrections. Si vous le pouvez, effectivement, si, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, petit aparté, c'est le conseil qu'on fait à nos clients. Quand vous avez un PE, et généralement, c'est concentré sur l'action de la boîte dans laquelle vous êtes. Dès que vous pouvez le sortir, sortez-le. Même si vous voulez continuer à garder des actions, mettez-les sur Totalement. votre PEA ou ailleurs. Mais sortez-le dès que vous pouvez, parce qu'au moins vous aurez la main. Donc les cas dès que c'est les 5 ans pour sortir sur un PEA ou alors résidence principale, mariage, etc., il faut le faire et le sortir. Ok. On a fait le point sur ça. Maintenant, forcément, pour avoir une stratégie qui est intéressante, il y a toujours le côté fiscal, toujours un petit peu le diable au-dessus de la tête qui nous regarde de loin et qui nous dit, bon, attends, toi tu gagnes 1 000 euros, je vais t'en choper au moins 30% minimum. Voilà. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter ces fameux 30% de flat tax qui sont sur les produits financiers, l'imposition maximum presque des produits financiers? Bon, on l'évoquait juste avant, hein, l'idée c'est de viser une enveloppe qui est capitalisante. Donc en fait, tu en as plein en France. Tu as le PEA, l'assurance vie, tu as le PER, le contrat de capitalisation. C'est des enveloppes fiscales. Donc elles sont étanches. Ça veut dire que toute la plus-value que tu vas générer, elle ne va pas être imposée tant que tu ne sors pas du contrat. Donc ça permet une capitalisation maximum. La seule enveloppe au final qui n'est pas capitalisante, c'est ce qu'on appelle le compte titre, où dès que tu perçois un dividende, la flat tax, elle arrive. Dès que tu fais une plus-value et que tu vends ta ligne d'action, tu vas avoir la flat tax qui arrive. Donc ça va te rogner, entre guillemets, ta capacité à capitaliser et à bénéficier des intérêts composés. Donc le compte titre, on le recommande très rarement. Ça dépend dans quel pays, etc. Mais en France, c'est assez peu recommandé, sauf dans certaines situations. Et donc, en termes de fiscalité, on peut aller vers quoi sur une assurance vie ou un PEA par exemple? Et le PEA, l'assurance vie, grosso modo, alors pour faire simple, le PEA au bout de 5 ans, c'est 17,2 de prélèvements sociaux sur la plus-value. Plus d'impôt sur le revenu. Voilà, exactement. C'est prélèvements sociaux uniquement 17,2. Donc après, est-ce qu'ils augmentent encore sûrement. Et l'assurance vie, c'est un peu plus complexe, mais c'est entre 17,2 et 24, parce que tu as un abattement que tu as au bout de 8 ans. Mais dans l'idée, on va dire que c'est 17,2 pour faire simple, même si l'idée, c'est pas de retirer sur l'assurance vie, tu peux avoir des revenus complémentaires, etc. Et l'avantage de l'assurance vie par rapport au PEA, c'est que quand tu retires, tu vas retirer à la fois du capital et des intérêts. Ce qui fait que même si au final, tu as une fiscalité à 24%, les 24%, ils seront que sur la partie intérêt. Et si tu retires 10% de ton contrat, je le fais rapidement, tu vas avoir du coup 2,4% de fiscalité. Tu vas retirer 10% des 24%. Enfin bref, l'avantage de l'assurance vie, c'est qu'en termes de stratégie de revenus complémentaires, c'est assez incroyable parce que la fiscalité, elle est quand même très légère pour retirer des revenus de manière récurrente. J'ai fait un petit exemple, Jérémy, si ça t'intéresse.
Ouais, et puis et ça m'intéresse forcément les exemples chiffrés. Juste avant, petite précision Ouais, sur les contrats d'assurance vie, PER, contrat de capitalisation. ouais, Le fonds en euros est imposé au fur et à ouais, mesure des années, mais comme on parle d'actions depuis le début, c'est c'est ça. pour ça qu'on dit bien que ce n'est non imposé quand c'est dans une assurance vie ou un PER ou un contrat de capi, c'est non imposé parce que c'est bien la poche UC et non pas la poche fonds en euros. Le prélèvements sociaux sont prélevés directement sur la performance sur le fonds euro chaque année. Effectivement, vous avez votre rendement qui est net de prélèvements sociaux quand vous avez votre rendement à la fin de l'année. Effectivement, c'est une très belle C'est précision. juste petite précision et donc Ouais. passons à l'exemple chiffré. Ouais. Et après, je parlerai des dividendes aussi sur les pièges globaux. Sur un PEA, imaginons que tu as tes 240 000 euros, tu as tes 5%, donc tu as 12 000 euros de capital que tu veux retirer pour avoir ta fameuse rente. Au final, tu as 9 936 euros parce que tu as les prélèvements sociaux de 17,2. Sur un compte titre, tu as 8 400 parce que tu as les 30%. Donc déjà, tu as un impact qui est quand même Plus assez important, oui. conséquent. Et imaginons que tu es sur une phase de capitalisation, tu n'as pas forcément besoin de retirer. Si tu te projettes sur 20 ans, donc tu as des 240 000 euros, excuse-moi. Tu repars, donc tu as tes 240 000 euros. Tu fais un rendement de 7% par an. Et au bout de 20 ans, sur ton compte titre, parce que tu vas retirer un peu de la flat tax à chaque fois sur les 7% de gains qui vont être investis. Donc les 12 000 euros qui vont être réinvestis chaque fois, ils ne vont pas être à 12 000, ils vont être à 8 400 parce que tu as enlevé 30%. Tu auras au final 1 273 000 euros au bout de 20 ans. Donc c'est déjà très bien, tu vas me dire. Alors que si tu étais passé par un PEA, tu aurais 1 420 000 euros. Alors, l'exemple n'est pas totalement vrai parce que sur un PEA, tu peux avoir des plafonds de versement jusqu'à 150 000 euros. Mais c'est juste, on pourrait le faire avec une assurance vie, c'était juste pour illustrer l'exemple de la puissance du réinvestissement des dividendes et l'absence de la flat tax en cours de vie. Bah là, dans l'exemple, c'était à quasiment 200 000 euros d'écart. Donc c'est assez énorme. Ouais, ce qui est vraiment conséquent Voilà, en mais termes voilà, d'exemple. l'exemple est un peu biaisé parce que le PEA c'est plafonné, mais tu peux faire ça avec ton PER, ton contrat de capi ou ton assurance vie, bien évidemment. Bah, merci Axel pour cet exemple et du coup, le piège Ouais. à éviter sur les Et bah, dividendes. tu m'as lancé dessus tout à l'heure. Et là aussi, je me retrouve quand j'ai débuté il y a 10 ans sur les marchés, et bah, je voulais chercher le rendement le plus élevé. Vraiment, j'allais sur Boursorama et je regardais chaque action. Et je me rappelle, c'était Natixis à l'époque qui Ça me proposait rappelle un nos cours en rendement, master, Axel. ouais, qui rapportait 10 ou 12%. Et d'ailleurs, depuis, elle était sortie de la cote, Natixis. Et moi, je regardais que ça. Je me dis, bah, en fait, moi, je veux voir des dividendes. Et donc, j'allais regarder ceux qui avaient 9, 10, 12% de dividendes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes raisons. Si une entreprise a un gros dividende, il y a plusieurs raisons. Première raison, le cours s'est cassé la figure. Typiquement, tu as un dividende qui est à 5%, le cours il est divisé par 2, ce qui s'est passé d'ailleurs sur Stellantis ou divisé par 3. Et bah forcément, le rapport étant du dividende sur le cours de l'action, le dividende augmente mécaniquement si le cours de l'action diminue. Donc ça déjà, c'est pas une bonne chose parce que si le cours de l'action a perdu 50%, généralement, c'est qu'il y a une raison. Il ne faut pas se croire plus intelligent que le marché. Quand une action perd 50%, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ça veut dire que la santé financière est pas dingue et logiquement, le dividende va être voué soit à diminuer, soit voué à disparaître. Donc déjà, ça c'est le premier cas. Il faut faire attention si le cours a beaucoup chuté et que c'est pour ça que le dividende est important. Il faut faire attention. Deuxième cas, une entreprise qui verse des gros dividendes, c'est pas forcément bon. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle ne sait pas quoi faire de son fric. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, une entreprise elle a le choix entre utiliser son résultat pour réinvestir pour de nouveaux projets, pour faire des acquisitions, etc. et distribuer des dividendes. Si une entreprise distribue 100% de son résultat en dividendes, ça peut aussi laisser penser que bah, en fait, l'entreprise elle ne sait pas où investir et du coup la croissance va s'arrêter. Donc c'est un peu un signal d'alerte. Et c'est là où c'est assez complexe pour les entreprises sur le sujet de l'exercice de la distribution de dividendes, c'est que si tu distribues pas, bah, les actionnaires ils vont tirer la gueule parce que bah, sur certaines valeurs, typiquement sur les banques, bah, ils attendent quand même des dividendes. Mais par contre, si tu distribues trop, ils vont dire oula, ça sent mauvais, ça savent pas quoi faire de l'argent. Donc il faut trouver un juste milieu où tu vas avoir un dividende qui est bien, mais pas trop élevé, pas trop faible. Et typiquement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les valeurs bancaires ou l'énergie. Tu as des dividendes entre 5, 6, 7%. Et on va dire que c'est une bonne moyenne où quand tu as des boîtes comme Total, là où ça fait 50 ans qu'ils distribuent un dividende, tu n'es pas trop inquiet sur les projets de croissance. Mais voilà, il faut faire attention à pas uniquement aller chercher des valeurs qui ont des gros dividendes supérieurs à 10%, parce que généralement, il y a une raison, et cette raison n'est pas forcément dans votre sens. Bah, merci beaucoup Axel pour cet épisode fort enrichissant. On a compris comment on pouvait avoir 1000 euros par mois de dividendes. Il va falloir atteindre le fameux capital de 240 000 euros. Merci également à vous de continuer à nous écouter. Merci à vous tous ceux qui likez, qui partagez et qui commentez notre contenu. J'y répondrai personnellement. Et puis surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.